Il est 8h31. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et ce matin, notre invité Mathieu Nicole, secrétaire général de l'Union départementale de la CGT des Côtes-d'Armor. Et malgré les embouteillages, eh bien, il nous a rejoint au micro de la matinale. Je l'en remercie. Bonjour. Bonjour. Alors, on va parler, Mathieu Nicole, de cette journée aujourd'hui, journée particulière, grande journée sociale, allais-je dire, en France, partout en France. Est-ce qu'on peut rappeler un peu la finalité de cette journée ? Alors, l'appel national partagé par différentes organisations syndicales et donc qui est une journée intersyndicale interprofessionnelle, c'est bien sûr la problématique qui nous a tous touchés cet été, c'est le pouvoir d'achat. Mais nous, on préfère parler concrètement de salaire, de pension de retraite, de minima sociaux. Et puis en toile de fond, quand même aussi une forte opposition au futur projet de réforme des retraites. Alors voilà, ce projet de réforme des retraites dont on dit qu'il suscite d'âpres discussions à l'Élysée et à Matignon, à un tel point qu'on a parlé à un moment du 49.3 pour faire passer en force, ou peut-être même d'un retrait, d'une réforme des retraites à minima. Dans les deux cas, est-ce que c'est quelque chose qui va changer la donne, ou est-ce que pour vous, les dés sont déjà jetés ? Moi, je trouve que déjà, pour commencer, c'est une folie ce qu'il fait Macron, parce que dans le contexte actuel, d'où on sort de 2 années de crise Covid, plus une crise financière et économique qui s'en est suivie, une crise sociale, plus qu'on a subi cet été avec la crise énergétique qui pointe le bout de son nez, de s'y prendre comme il s'y prend là, après les bons discours qu'il a tenus pendant 3-4 ans, moi, je saisis pas la logique, mis à part évidemment cette logique capitaliste qui le suit depuis le début. Donc pour moi, c'est la méthode, elle est complètement folle. Là, j'espère que la France va se secouer un petit peu, que le monde du travail va se remuer, parce que ça peut pas tenir. Pour ce qui est de l'avenir de cette réforme, sur ce que ça va donner, moi, je me fais pas d'illusions. De toute façon, les objectifs sont clairs. Et en plus de ça, maintenant, ils sont affichés. C'est que la réforme des retraites, clairement, ne va pas servir à équilibrer le système, puisque visiblement, vous avez bien compris que le système est à l'équilibre et est viable. Il va surtout servir à leur éviter d'augmenter les impôts pour préserver, pour financer en fait du service public entre autres, et tout ça pour éviter encore une fois de taper dans le panier des plus riches en fait. Donc c'est assez scandaleux. On parle beaucoup aussi de privatisation, je mets les guillemets, qui s'imposent des retraites en France, comme il y a des fonds de pension au Canada ou aux États-Unis. Est-ce que c'est ça que vous sentez derrière cette réforme ? On l'a déjà dénoncé à plusieurs reprises, quels que soient les projets de réforme des retraites qui ont été annoncés, sous Sarkozy notamment, qui lui ne s'en cachait pas de ce projet, comme il avait à l'époque, ce cher Nicolas, le projet de privatiser aussi la caisse primaire d'assurance maladie. Là, clairement, sur la caisse des retraites, c'est sûr que c'est une manne financière tellement importante et tellement qui représente une somme d'argent tellement énorme qu'il y en a qui s'en lèchent les babines d'avance. Et c'est un projet qui clairement suivra une ligne très capitaliste, très libérale, qui est clairement la ligne des politiques de droite dont Macron fait partie. Alors, vous avez lâché tout à l'heure ce mot de pouvoir d'achat, Mathieu Nicole. On pourrait aussi parler de coût de la vie, avec l'augmentation évidemment des coûts de l'énergie, des coûts aussi des loyers, ils ont augmenté. On a toute cette série de petites augmentations qui, au bout du compte, font une grosse augmentation. Est-ce qu'on va aller loin comme ça ? C'est un petit peu la question. Est-ce qu'à un moment, il va falloir dire stop ? En fait, ça dépend de l'oreille attentive que l'on aura en face de nous. Et puis, ça va dépendre aussi du rapport de force qu'on va être capable d'opposer à cette politique. Mais ça peut, j'imagine que si la situation ne bouge pas et que si tout le monde reste en statu quo, les choses peuvent encore s'aggraver. On parle d'un taux d'inflation qui va dépasser les 7% à la fin de l'année. 2023, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. On a toujours aussi cette attitude de certains à être opportunistes de ces situations de crise et à s'en sortir avec, justement, en augmentant les loyers, en augmentant les prix pour faire des profits. On peut penser quand même à ces entreprises de transport maritime qui en profitent bien depuis que le prix du transport a augmenté. Je ne citerai pas la CMA, mais quand même. On peut penser aussi à Total Energy qui se fait des bénéfices énormes. C'est 10 milliards d'euros l'année passée. Et qui va redistribuer une part de ses bénéfices à ses actionnaires. Exactement, qui vient de faire l'annonce, sachant que par contre les 500 millions d'euros dont ils font l'effort pour la réduction à la pompe, ça ne
représente que 0,2% de leur bénéfice. Donc c'est une opération de com pour vous clairement, c'est une opération de publicitaire à bas coût. Donc voilà, donc tous ces secteurs-là où ils ont été très opportunistes sur la crise Covid, puis maintenant sur la crise économique et sur la crise énergétique. En fait, on nous tombe la laine sur le dos. Et moi, j'attends du monde du travail, des travailleuses, des travailleurs, mais aussi des retraités, des précaires, que tout le monde, à un moment donné, réalise que c'est par la rue, par la grève, par les manifestations qu'on arrivera à obtenir des choses et à lutter contre ces politiques. La CGT, on est persuadé que, d'ailleurs, l'histoire nous a prouvé que les conquis sociaux n'ont été obtenus que par des grèves et des manifestations, malgré ce que peuvent en dire certaines organisations syndicales. Alors, justement, il y a une grogne aujourd'hui qui est palpable. Pardon, voilà, je m'éclaircis la voix. Il y a une grogne qui est palpable aujourd'hui parmi les plus précaires qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Alors, il y a eu néanmoins des efforts faits par le gouvernement pour des primes. On pense à cette prime de 100 € qui a été donnée récemment pour les plus précaires, pour essayer de passer le cap. Et on a peu d'augmentation de salaire, particulièrement dans les petites entreprises qui ne peuvent pas augmenter les salaires. Comment faire pour essayer de trouver un compromis pour que tout le monde puisse profiter un peu d'une manne qui serait un peu plus importante pour pouvoir vivre? Il faudrait déjà que le gouvernement se pose la question, parce que si vous avez tous remarqué quand même que le pacte pouvoir d'achat qui a été voté cet été ne comporte à aucun moment la notion de revalorisation des salaires ou des pensions ou des minima sociaux. Ce ne sont que des petites mesurettes sur des primes de rentrée, sur des chèques énergie, sur des tas de choses comme ça, mais à aucun moment il y a eu de réflexion sur comment organiser l'augmentation et la revalorisation des salaires sur toutes les branches. Nous, on le demande depuis un certain temps. La revalorisation du SMIC, on la demande également depuis des années, mais pas que, parce que le SMIC, vous savez bien que c'est un plancher que certains n'atteignent même pas dans certains secteurs, comme la santé par exemple, ou chez les cheminots, ou d'autres secteurs comme ça, où on démarre sous le SMIC, et c'est une prime de compensation qui leur permet d'atteindre ce salaire, ce qui fait que d'augmenter le SMIC, eux, ça ne leur change rien, c'est juste la prime de compensation qui diminue pour leur permettre d'atteindre ce plancher. Et par contre, c'est vrai que d'augmenter le SMIC, c'est une chose, mais c'est de revoir toutes les grilles salariales dans toutes les branches. Et ça, ce sont des choses qui doivent se passer au niveau national avec des négociations avec le ministère du Travail. Mais ces choses-là, ils n'ont pas envie de le faire. Et donc ce pacte pouvoir d'achat, avec ces mesurettes dont vous parliez, c'est largement insuffisant. Ça montre bien qu'ils n'en ont pas la volonté, parce que c'est vrai qu'on va nous rétorquer qu'on vit dans un monde capitaliste libéral et que c'est le patron dans le privé qui décide du versement de salaire à ses salariés. Mais forcément, s'il n'y a pas de toute façon de mesures coercitives, il se passera rien, puisque de toute façon là, on voit bien que le ruissellement ne fonctionne pas de toute façon. Donc évidemment, à la CGT, on ne met pas tous les patrons dans le même panier. Il y a les patrons de PME qui essaient de faire des efforts et qui n'y arrivent pas. Évidemment que le discours ne tient pas et ne s'applique pas. On ne met pas la classe capitaliste au même niveau que les patrons, surtout dans le département. Mais n'empêche qu'à l'échelle nationale, il y a énormément de richesses qui sont accumulées par une minorité et qui n'est pas redistribuée à la majorité du monde du travail. Il faut taxer ces richesses. Il faut imaginer. Alors, je sais qu'en France, dès qu'on parle de taxes ou d'impôts, ça fait un peu hérisser le poil, mais est-ce qu'il faut, à un moment ou à un autre, organiser une forme de solidarité nationale ? Je crois qu'en plus de ça, c'est quand même un peu gros, mais les Américains sont devenus plus socialistes que nous quand même. Enfin, je veux dire que Joe Biden, il a quand même pris des mesures sur la taxation des profits des grandes entreprises aux États-Unis. C'est assez énorme. Ils attendent plusieurs milliards de rentrées d'argent dans les caisses de l'État chaque année. L'Espagne l'a fait, d'autres pays l'ont fait. La France, en fait, s'obstine à ne pas vouloir le faire. Enfin, c'est quand même gros, quoi. Sur plusieurs sujets, d'ailleurs, on est devenu assez ridicule face aux décisions prises par notamment un gouvernement et un pays, en tout cas très capitaliste et très à droite, ils sont les États-Unis. On a vu quand même le président de la République y réfléchir. En tout cas, il l'a dit lors de quelques adresses à la presse. Il va falloir passer de la réflexion finalement à l'action. Tout à fait. Et ce qui est
Ce qui est à espérer, c'est qu'au sein même de l'Europe, tous les pays se mettent d'accord sur les mesures à prendre, puisque les profits de certaines entreprises dont le siège est français se font notamment dans d'autres pays européens ou limitrophes, ce qui fait que de l'argent, il y en a, il circule. L'argent circule, il y en a plein la planète, mais encore une fois, c'est cette tendance à l'enrichissement du capital, en fait, le coût du capital dont on parle à la CGT clairement. Cette tendance, en fait, elle existe depuis plusieurs années et elle s'est développée, elle s'est mondialisée, mais encore une fois, le partage n'a pas été fait, n'est pas fait clairement. Et donc, on en parlait encore. Là, on change un peu de sujet, mais je crois que c'est une personne toutes les 4 secondes qui meurt de faim. Voilà, donc le constat est clair. Alors, il y a aussi, on parlait tout à l'heure des diverses branches, des diverses professions qui ne sont pas forcément concernées depuis des années par une augmentation. Alors, on pense au personnel médical, hein, même s'il y a eu quelques revalorisations. On pense aussi au personnel d'aide à la personne, hein, qui est quand même le parent pauvre de ces aides. Est-ce qu'il y a un moment là aussi, il va falloir, alors permettez-moi le terme, il est un peu fort, mais taper du poing sur la table pour obtenir? Alors, taper du poing sur la table, je crois. Enfin, c'est vrai que la CGT a l'impression d'être un petit peu toute seule dans ses méthodes de revendication. Donc c'est un petit peu compliqué de taper du poing sur la table quand on est tout seul. Il n'y a pas d'union syndicale. Mais il n'y a pas. Vous voyez bien là aujourd'hui, l'appel intersyndical, c'est limité à la CGT et Solidaire, FSU qui a rejoint aussi par la suite. Et puis clairement, les deux grosses concentrations, centrales syndicales n'appellent pas au 29. C'est regrettable, comme elles n'ont pas appelé d'ailleurs au 22 sur le thème de la santé avec nous. Donc taper du poing sur la table quand il n'y a pas le front syndical élargi, c'est compliqué. Pourtant, c'est ce que la CGT appelle de ses voeux depuis très longtemps. Cette journée d'aujourd'hui, du 29, elle est prévue depuis des mois. Alors les professions qui sont vraiment délaissées, c'est vrai que il y a certaines catégories professionnelles dans la santé qui sont très impactées, comme les agents, les aides-soignantes, dans le médico-social, puisque il n'y a pas que du service public, il y a aussi du médico-social. Il y a beaucoup de professions qui démarrent avec des grilles salariales sous le SMIC. Dans l'éducation, les AESH qui sont souvent montrés aussi, qui ont des temps partiels imposés, qui ont des salaires minables, sous les 900 € par mois. Enfin, je veux dire, toutes ces catégories professionnelles-là qui sont très utiles à la société, je suis désolé de le dire, mais accompagner les enfants en difficulté en milieu scolaire, ou alors les aides à domicile, accompagner la personne et lui permettre de finir sa vie à la maison plutôt que d'être en institution. Enfin, toutes ces professions-là qui sont, d'après Macron, qui étaient les héros de la nation il y a quelques années, rien n'a été fait, strictement rien. Ce sont les oubliés, encore une fois, de ce qui s'est passé. La page a été tournée, les beaux discours de Macron, ils sont partis en fumée, et voilà où on en est aujourd'hui. Et pourtant, il y a une revalorisation des salaires pour les instituteurs, les professeurs. On parle de 2000 € par mois, c'est le ministre de l'Éducation qui l'a dit. Et pourtant, c'est cette profession, alors j'allais presque dire, c'est au-delà de la profession, hein, c'est l'envie d'enseigner, de transmettre, eh bien, elle n'attire plus aujourd'hui. Les gens ne viennent plus, n'ont plus envie d'être professeurs ou d'être instituteurs. Enfin, les annonces, elles sont toutes fraîches, hein. Je veux dire que le désamour pour cette profession, pour eux, c'est que ça fait quand même pas mal d'années déjà qu'ils constatent que... c'est le cas aussi pour la santé, on voit beaucoup d'infirmières... Des annonces sont faites, mais là, Papendia, c'est Papendia, je crois qu'il s'appelle, qui a fait ces annonces-là, mais c'était il y a 15 jours, donc forcément, le temps que tout ça se mette en branle et que finalement, on observe que la promesse est bien appliquée, parce que ça, c'est encore autre chose. Là, il y aura peut-être moins de difficultés à recruter, mais en attendant, les conditions de travail des enseignants sont catastrophiques. Moi, j'ai fait la rentrée de mes enfants à l'école maternelle, à l'école primaire, pour échanger avec eux. Enfin, ils expliquent bien qu'ils sont, on les force à appliquer des méthodes, à faire l'accueil des élèves. Enfin, il y a plein d'incohérences. On leur facilite vraiment pas la tâche. Donc, on leur demande en plus de faire du temps à la maison supplémentaire, ce qui était déjà le cas avant, mais ça s'est accentué. Donc, c'est sûr qu'il y a un désamour pour la profession. Dans la santé, on le vit, hein, même dans tous les établissements publics où il y a plein de départs. Il y a des gens qui changent mais carrément de branche. Ils sont dégoûtés parce que le décalage entre le travail prescrit et le travail réel est tellement important. On vous donne pas les moyens de travailler, de faire le boulot comme vous voulez le faire, comme vous avez appris à le faire. Donc à un moment donné, il y a une grosse question existentielle, c'est qu'est-ce que je fais là ? Pourquoi je travaille ? C'est quoi mon boulot ? Et voilà, ça va continuer si le gouvernement se remet pas en cause à un moment donné, on va arriver à des choses qui vont continuer d'aller dans le mauvais sens. Et puis on a un rapport au travail qui est différent aujourd'hui. On voit la jeune génération qui va travailler 1 an ou 2 pour un jeune qui rentre
sur le marché du travail dans une entreprise, ou qui va créer sa start-up, ou qui va chercher à aller vers une entreprise solidaire. On voit beaucoup de changements dans le monde du travail. Est-ce que c'est aussi le rôle des syndicats et de la CGT d'accompagner ces changements, parfois de les anticiper ? Alors, on n'a pas trop le choix, parce que c'est vrai que si on ne suit pas l'évolution du monde du travail, de toute façon, clairement, on n'aura plus de raison d'exister, puisqu'on est censé quand même défendre l'intérêt des travailleurs et des travailleuses. Donc si à partir du moment où on ne suit pas l'évolution, on va être à un moment donné complètement out. On a par exemple une problématique depuis quelques années, ça a été donc les travailleurs Uber. Il a fallu trouver des solutions dans certaines grandes villes pour les aider à s'organiser, parce que c'était un nouveau mode de travail, de contrat. Les auto-entrepreneurs, pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, la CGT est le syndicat des travailleuses et des travailleurs, mais pas des patrons. Voilà. Et puis un auto-entrepreneur, qu'est-ce que c'est ? C'est un patron, c'est un salarié, c'est les deux. Donc il y a des questions à se poser, parce que ce sont des gens qui travaillent aussi parfois dans des conditions difficiles, mais qui en plus de ça n'ont pas la protection sociale dont bénéficie le monde du travail en général. Donc il y a des choses à réfléchir là-dessus aussi également. Oui. Donc, mutation de ce monde du travail. Et puis, le rapport aux syndicats, on en avait parlé lorsque vous étiez venu la fois précédente, Mathieu Nicole. Aujourd'hui, on a l'impression que bien les gens disent, voilà, moi, le syndicat, c'est pas mon truc, je vais pas me défendre. On va voir finalement le syndicat quand on est en difficulté et qu'on a besoin. Est-ce que, là aussi, il y a tout un travail de la part des syndicats, là, je parle aussi de la CGT, pour essayer de reconquérir le monde du travail, des employés, des gens aussi peut-être parfois qui n'oseront pas faire le premier pas? Alors, il y a différents freins. Il y a peut-être l'image même d'une organisation syndicale comme la nôtre, par exemple, où pendant très longtemps, on a été porté comme une organisation strictement ouvrière, ce qui n'est pas le cas. On a parmi nos syndiqués, nos adhérents, toutes sortes de catégories professionnelles. Et puis il y a aussi l'attitude du patronat qui exerce de la discrimination syndicale. On en a strictement la preuve encore ces semaines passées. Alors, je ne citerai pas évidemment l'employeur, mais il n'existait pas de syndicat dans cette boîte-là. On a monté un syndicat avec quelques camarades, dont donc 2 femmes qui sont élues. Elles ne subissent que de la pression, de la discrimination syndicale depuis qu'elles sont à la CGT, de la part de l'employeur, de la part de la hiérarchie, et du coup de la part des salariés qui ont un petit peu les dents longues et qui veulent garder leur petit précaré, ce qui fait qu'elles vivent un enfer, donc certaines se mettent en arrêt de travail. Et ça, du coup, quand on est salarié lambda dans une boîte et qu'on voit que le copain ou la copine qui a décidé de se lancer dans le militantisme syndical subit de ce type d'attitude de la part de l'employeur, c'est un frein. C'est un véritable frein. Et la discrimination syndicale, la CGT, on la dénonce depuis énormément de temps. Et là, on a vraiment des exemples probants dans certaines entreprises de taille raisonnable, pourtant, notamment donc, dans les Côtes d'Armor, et pour lesquelles on a des difficultés à accompagner les camarades qui viennent de se lancer. Alors, cette discrimination syndicale, c'est quelque chose qui est un petit peu au cœur de votre réflexion, vous le disiez, mais il y a aussi des professions où il n'y a pas de syndicat, tout simplement parce que voilà, ça fonctionne. Vous accompagnez quand même, vous avez un œil sur ces entreprises qui fonctionnent, je mets les guillemets. Je dirais que, étant donné le nombre de militants que l'on est, le nombre de droits, la quantité de droits syndicaux dont on dispose pour faire ce qu'on a à faire, si on devait en plus s'occuper de là où ça va bien, on n'aurait pas fini. Parce qu'il faut savoir qu'on est militant à la CGT, mais on est on est conseiller prud'homo pour certains, défenseurs syndicaux pour d'autres, conseiller du salarié. Et là, je ne vous explique pas, depuis le confinement, depuis la crise Covid, la quantité de rendez-vous que l'on assume en tant que conseiller du salarié. Alors, je vous rappelle, c'est la personne qui accompagne le salarié qui est convoqué à un entretien préalable à licenciement ou à rupture conventionnelle. Il y a énormément d'activités, que ce soit sur Guingamp, sur Lamballe, sur Saint-Brieuc, sur Lannion, sur Paimpol. Voilà, et puis c'est à chaque fois des situations pour se dépêtrer d'employeurs qui ont envie de se défaire d'un salarié parce qu'à un moment donné, voilà, il y a la goutte d'eau qui fait déborder le vase entre les deux, ou alors parce que finalement ça l'arrange bien de se défaire de cette personne, et donc ça nous prend, c'est très chronophage, donc voilà, on est pris par ce type d'activité, ce qui fait que voilà, là où ça va bien, que ça aille bien, et puis le jour où ça va pas, ils viennent nous voir, et puis là on voit ce qu'on a à faire. Est-ce que les gens, finalement les salariés, connaissent leurs droits ou pas ?
Alors moi je suis infirmier à l'hôpital de Saint-Brieuc. C'est assez épatant la méconnaissance des agents de la fonction publique sur leurs droits. Sachant que dans la fonction publique on a quand même énormément, on a beaucoup de devoirs mais on a beaucoup de droits également. Dans le privé c'est aussi assez compliqué parce que les salariés ne s'informent pas de leurs droits. Ce qui est plus grave, c'est selon la taille de l'entreprise, parfois on constate que l'employeur non plus ne connaît pas les droits de ses salariés. C'est ce que l'on constate souvent d'ailleurs quand on accompagne les personnes dans les entretiens préalables. Donc c'est pas forcément de la mauvaise foi. Non, parfois c'est vraiment de la méconnaissance. C'est pas forcément de la mauvaise foi, tout à fait. Et certains sont très maladroits, s'imaginent que les choses vont être simples, et puis en fait ignorent complètement qu'il y a toute une procédure, un protocole pour pour permettre aux salariés de se défendre, ou en tout cas d'être accompagnés, de choses comme ça. Alors c'est pas non plus énorme, mais c'est un constat. Mais c'est vrai que les travailleuses et travailleurs méconnaissent leurs droits. Le code du travail, c'est vrai que c'est assez ça rebute la lecture. Voilà, c'est un pas gros forcément pavé. le livre de chevet. C'est pour ça que nous on se forme, on forme nos militants à utiliser le code du travail. Et puis c'est vrai que maintenant en plus on a des informations sur Internet. Je veux dire, les gens ne font pas forcément l'effort non plus d'aller chercher l'information sur Internet, sur les sites officiels, j'entends bien, d'informations, et parce qu'on a accès vraiment à beaucoup d'informations maintenant, quoi. Alors on a beaucoup, on parlait tout à l'heure en commençant, et on va presque faire une boucle, Mathieu Nicole, il nous reste un peu moins de 5 minutes. On a vu hier cette entreprise Camaïeu qui est placée d'ailleurs en liquidation judiciaire, donc les rideaux se ferment. Et donc avec quand même beaucoup de salariés qui vont se retrouver sur le carreau, si vous me permettez l'expression. Est-ce que aujourd'hui on s'émeut moins, si vous permettez le terme, lorsque 200, 300 salariés se retrouvent licenciés, licenciés parce que l'entreprise n'existe plus ou ne va plus exister, alors qu'on imagine qu'il y a quelques années, il y aurait une levée de bouclier. On a l'impression que c'est passé un petit peu dans les mœurs, si vous me permettez. C'est vrai qu'on a quand même connu là, depuis quelques années quelques fermetures, quelques drames, on va dire, économiques dans les entreprises. Moi, ça m'a vachement ému ce que j'ai vu hier, 2600 personnes qui espéraient jusqu'au dernier moment que le projet soit sauvé. La proposition du président de la région de mettre un petit peu d'argent sur la table à condition que l'État s'engage, finalement, une proposition qui n'a pas abouti. On voit bien quand même la difficulté qu'a le gouvernement à gérer les politiques menées par le MEDEF, par les représentants du MEDEF. Moi, je serais curieux de savoir Camaïeu combien de dividendes ils ont versés à leurs actionnaires depuis des années. Je connais pas le dossier, mais je serais curieux de savoir à quel niveau, comment on en est arrivé à un taux d'endettement aussi important, même si je crois avoir compris qu'ils avaient c'était une décision judiciaire de rembourser leur loyer pendant la crise Covid qui les a mis dans le rouge. Mais je veux dire... là, vous l'avez vu, en plus, il y avait quand même un front syndical uni dans la problématique. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que depuis quelque temps, on subit une casse de l'emploi. Mais on ne nous raconte pas ce qu'il y a derrière. Et il va y en avoir d'autres. Moi, je sais qu'il y a des boîtes où ça licencie. On va citer Total, qui continue à licencier plusieurs centaines d'emplois, alors qu'ils engrangent des bénéfices incroyables, et qui ne lâchent rien au niveau des négociations obligatoires annuelles à leurs salariés en termes de revalorisation salariale. Les salariés Total qui étaient en grève. Oui, mais non, mais voilà. Puis on a quand même le Joint Français qui est une filiale de Total ici sur Saint-Brieuc, qui n'obtiennent rien en termes, quasiment rien en termes d'augmentation salariale, alors ils engrangent des bénéfices pas possibles. Et tout ce qui rentre dans les caisses du Joint Français est remonté à Total directement. Donc c'est une volonté politique, c'est clair et net. C'est une volonté politique, clairement, de vouloir faire bouger les choses. Parce que nous, on n'est que des organisations syndicales, on accompagne, on défend l'intérêt des salariés, mais on ne fait pas de politique. La politique, c'est le boulot des partis politiques. Et la France, aux Français de voter intelligemment aussi, quoi. On voit ce drame social, mais ce drame humain aussi. Vous disiez que ça vous avait ému de voir ces salariés sortir en pleurs, ces vies brisées finalement. Est-ce qu'aujourd'hui, on oublie un peu l'humain dans cette casse sociale, je reprends le terme que vous avez employé. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a le sens du travail. Qu'est-ce que ça devient, est-ce que les salariés ne perdent pas le sens du travail? On
on a imposé des cadences de travail sur les chaînes de production, on a introduit le lean management dans les entreprises, même jusque dans le service public, dans la santé. Les organisations de travail ont changé, on a tout morcelé, on a tout divisé, on a éparpillé le monde du salariat, donc plus moyen d'échanger, plus moyen de discuter, plus de pauses en commun, plus de temps de repas, des horaires décalés. Tout a été individualisé jusqu'au salaire, jusqu'au mode de traitement des salariés dans les entreprises. Donc il y a une perte de sens, clairement, c'est clair. De toute façon, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que les jeunes maintenant papillonnent d'un travail à un autre, c'est qu'ils ne se voient pas rester dans une même entreprise tout le temps, parce qu'ils voient bien que les conditions sont pas correctes. Donc en effet, il y a une perte de sens. Et malheureusement, la politique capitaliste appliquée dans la majorité des pays qui sont développés sur le globe, en fait, applique ces politiques-là. Et du coup, on va dire que le côté social du travail, qui est indispensable à tous, en fait, ils l'oublient complètement pour uniquement se baser sur l'intérêt de leur profit. Voilà, quoi. Alors, grande journée aujourd'hui, en ce 29 septembre. On disait il y a une grande grogne, mais on a l'impression que les gens ne bougent pas beaucoup. Vous espérez qu'il va y avoir du monde dans les rues aujourd'hui ? Je suis persuadé qu'il y aura du monde dans les rues, malgré la météo qui menace, en tout cas pour ce qui est des Côtes d'Armor aujourd'hui. Ça devrait pas être trop mal, nous a dit Julie Pierret. Mais tout à l'heure, finalement, ça a changé un petit peu. Mais moi, je suis attentif à ce qui est prévu dans certaines entreprises. Il y a des assemblées générales qui se déroulent ce matin avant d'aller dans les rassemblements. Des rassemblements, ne serait-ce qu'en Bretagne, il y en a déjà il y en a une vingtaine. Il y a des entreprises qui n'ont pas prévu de rejoindre les rassemblements parce qu'elles font des piquets de grève sur leur lieu de travail. Je pense aux camarades de la plateforme Carrefour à Ploufragan qui sont en grève depuis 9 jours pour demander une amélioration des conditions de travail et puis une revalorisation des salaires. Ils continuent la lutte. Je pense aux copines de Carrefour Langueux qui ont été aussi en mouvement ce week-end. Ça bouge. Il y a des appels à la grève dans beaucoup d'entreprises, même des entreprises où il n'y a pas forcément de syndicats, ou en tout cas il y a des préavis qui sont déposés. Moi je dirais que avoir du monde dans les rues de Saint-Brieuc aujourd'hui, parce que c'est quand même généralement à Saint-Brieuc que ça bouge le plus, mais il y a un rassemblement aussi sur l'Agnon, il faut le savoir. C'est pas ça qui m'intéresse. Moi ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un maximum d'arrêts de travail sur les lieux de travail. C'est ce qu'on veut nous à CGT, c'est qu'il y a un maximum de grévistes sur les lieux de travail. Si on est nombreux aujourd'hui, tant mieux, mais moi ce que je voudrais plutôt, c'est qu'aujourd'hui il y ait beaucoup d'arrêts de travail, de rassemblements et de piquets de grève sur les lieux de travail. 15 secondes, c'est un avertissement pour le gouvernement, cette journée ? Un avertissement, oui, mais enfin, c'est vrai qu'on nous taxe à chaque fois d'organiser des journées de rentrée, de mobilisation. Mais il y aura une suite. Clairement, il y aura des suites, puisqu'on voit bien que, pour l'instant, l'écoute n'est pas là. On va devoir s'arrêter là, Mathieu Nicole, car le temps tourne. Merci en tout cas. Merci d'être venu au micro de Bretagne 5. Je rappelle, Mathieu Nicole, que vous êtes secrétaire général de l'Union départementale de la CGT des Côtes d'Armor et vous êtes venu en direct ce matin en cette journée d'action sociale au micro de Bretagne 5. Je vous en remercie, je vous souhaite une très belle journée. Merci à vous. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.